Bien, bonsoir à tous et bienvenue. Alors, a priori, est-ce qu'au fond, vous entendez? Bon, très bien, donc on va se passer le micro. C'est plutôt mieux si on fait une conférence où l'un des éléments, c'est la voix. Donc, voilà. Je suis heureux de vous accueillir. Donc, je suis Benjamin Grenard. Un certain nombre d'entre vous me connaissent. Et je travaille sur le souffle et la voix. Je vous présente Bernard Zansfelder, donc, qui est psychologue, hypnothérapeute, spécialiste de la précocité intellectuelle et de la maladie d'Alzheimer, voilà, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Vaincre peur et culpabilité grâce aux neurosciences et à l'auto-hypnose. Et à l'origine, cette conférence lui était spécialement et uniquement dédiée. Et il se trouve que Bernard et moi, on travaille ensemble en combinant nos pratiques, parce qu'elles vont dans le même sens. Et donc, il m'a proposé, et je le remercie, qu'on fasse tous les deux la conférence pour présenter notre travail sur l'hypnose, le souffle et la voix. Voilà, donc vous aurez un temps où Bernard Zansfelder va vous présenter son travail. Ensuite, je vous présenterai le mien et on fera un discours sur nos pratiques communes. Et à la fin, il y a certains d'entre vous qui pourront tester, s'ils le souhaitent. Et il y aura un moment de questions. Questions-réponses. Alors ça n'est pas évident ce soir dans cette pièce, mais en fait, au niveau de ce qu'on appelle l'ainophonie, dont on va vous parler ce soir, le terme va prendre sens pendant nos interventions, nous sommes trois. C'est-à-dire qu'il y a Benjamin, je suis là, et il y a une troisième personne, Mylène Mathieu, qui ce soir avait un empêchement. Elle finissait un master en management ce soir, remise de diplôme, machin, etc. Voilà. Donc elle, à la base, elle est physicienne, ensuite dans le management, et elle commence une carrière de ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire hypnothérapeute, forme d'hypnose. Et comment dire, ça fait 2 ans qu'elle est en formation d'hypnothérapie didactique, dans laquelle il y a tout un travail qui est fait de façon à ce qu'elle puisse recevoir des gens, donc avec un travail personnel et un travail technique. Elle commence la formation en pneumaphonie avec Benjamin pour pouvoir être derrière le clavier. Comme ça, elle sera complètement... elle pourra prendre notre place. Voilà, donc elle n'est pas là. Elle m'a demandé de vous présenter ses excuses. Sa carte... Et sur la petite table à la sortie, elle consulte à Lyon, enfin, etc. Voilà. Bien. Donc, je vais commencer. Le titre de cette intervention, si je ne me trompe pas, l'autre fois j'avais commencé à me tromper, c'est « Par la voix, laisser être qui je suis ». C'est ça? Ouais. Donc, moi, je vais m'occuper de la deuxième partie, c'est-à-dire de la partie « Laisser être qui je suis », qui en général est un terme fourre-tout, c'est-à-dire qui je suis, bof, à quoi on se raccroche, etc. Comme aussi le terme lâcher prise, etc. C'est souvent des termes assez flous. De façon à vous amener à quelque chose qui vous serve ce soir, que vous puissiez utiliser des quelques éléments qu'on peut vous donner dans la soirée. Je vais passer par un petit peu de neurosciences. Je vais vous présenter certains éléments de neurosciences. Si vous souhaitez les approfondir, parce que voilà, je vais faire pendant une demi-heure ma partie, Benjamin à peu près aussi pendant une demi-heure, donc si je rentrais dans le détail des expériences, etc., sur lesquelles je m'appuie, parce qu'il y a certaines expériences qui peuvent surprendre. Si vous voulez les détails, il y a toutes les références dans mon bouquin, qui est là-bas, donc un très très bon livre, qui est en promo. Bon. Et ce livre, justement, à la base, ne s'appelait pas du tout « Vaincre peur et culpabilité grâce à, je ne sais plus, l'auto-hypnose et aux neurosciences ». C'est-à-dire que lorsqu'un livre est publié, le manuscrit appartient à l'éditeur. C'est-à-dire que le manuscrit n'appartient plus du tout à l'auteur. C'est comme ça. Donc, l'éditeur peut changer ce qu'il veut, comme il veut. Il y a des éditeurs, et j'ai la chance de travailler avec un éditeur avec qui il y a un dialogue permanent.
Mais il y a des éditeurs qui ne demandent pas leur avis à l'auteur, et l'auteur voit que son livre est sorti, mais c'est pas du tout... Voilà, même le plan est changé, machin. Il y a des morceaux qui ont disparu, il y a... Voilà, faut le savoir. Voilà, vous aurez appris quelque chose ce soir. Donc mon éditeur a reçu un manuscrit avec un titre qui était enlevé jusqu'à soi. Alors, un éditeur qui voit ça, il se dit, bah ça, quand une librairie va recevoir ce titre-là, il va mettre ça en rayon striptease, ça va pas aller. Le titre c'était Enlevé jusqu'à soi. Avec donc un flou sur est-ce qu'on enlève jusqu'à soi et qu'on reste à soi, ou est-ce qu'on enlève soi aussi. Et qu'est-ce que soi? Vous voyez, on est dans un machin un peu intello quand même. Bon, un peu quand même. Bon. Et donc l'éditeur, avec son souci de vendre, parce qu'il y a des histoires de mots-clés, etc. sur Internet, là, vaincre, peur, culpabilité. Vous voyez, ça c'est des mots qui... voilà. Alors que moi j'étais... Et j'ai donné mon accord pour ce titre-là, car il n'est pas en contradiction avec le contenu du livre. Mais c'est vrai qu'il est vachement commercial. Moi je vois ça, je l'achète pas. Ok, alors que enlever jusqu'à soi, j'achète. Mais bon, je suis peut-être pas, comment dire, le client idéal pour mon éditeur. Bon. Et c'était quoi cette notion d'enlever jusqu'à soi? C'est une notion de revenir au point de départ. Alors, le point de départ, dans le cadre de cette conférence, on pourra aller plus loin, mais là on y est encore demain matin, peut-être même demain soir. Le point de départ, on va dire, c'est le bébé. C'est le nouveau-né. Alors, il y en a, il s'est déjà passé pas mal de choses pendant la vie intra-utérine. Mais on va rester comme point de départ sur le bébé. Le bébé, on va prendre la situation où la famille va bien. Ça existe. Le bébé arrive et il est entouré d'amour. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Le simple fait que le bébé soit vivant est suffisant pour les parents. C'est-à-dire que le bébé n'a rien besoin de prouver, n'a rien besoin de faire, et quand on voit ce qu'un bébé peut faire, ben, il ne peut pas faire grand-chose, tout simplement. C'est l'être en tant que tel qui est là, le fait qu'il soit vivant, le fait qu'il soit là, c'est suffisant au bonheur des parents. Vous avez peut-être remarqué, ça ne dure pas. Alors que c'est phénoménal. Les gens pleurent, les gens sont... Ah, ce bébé, c'est extraordinaire. Regardez-les 14 ans plus tard. Il y a eu des choses de fait. Alors, ce truc qui est là, qui est quasiment impossible à décrire avec des mots. S'il y en a parmi vous qui ont eu cette expérience d'être un bébé qui vient de... face à leur bébé, et souvent le père croit que c'est le sien, qui vient de naître, n'est-ce pas? Il y a un échange de regards, il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'on appelle le proto-regard, c'est-à-dire un regard avant même que ça fonctionne correctement au niveau des yeux. À la naissance, un bébé voit jusqu'à 18-20 cm, pas plus. C'est-à-dire que c'est pas terrible en termes de vision. N'empêche que, quand on regarde le bébé, waouh, il y a quelqu'un qui est là. Et pas qu'un peu. Et il y a un échange. Ce quelque chose qui est là, c'est ce que, pour poser les choses simplement, je vais appeler la personne. Il n'y a pas besoin de lire. La personne. Voilà. Donc on est plutôt de l'ordre du ressenti. On est de l'ordre de quelque chose qu'on se prend dans la figure, qu'il me semble impossible de décrire avec des mots, ou alors de la poésie. Et la personne ne sait pas ce qu'elle va se prendre dans la figure. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, et la personne, elle est dans un mouvement permanent vers le monde. Elle s'émerveille du monde. Il y a un rayon de soleil, il y a des petites poussières qui se promènent. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin de Xbox, il n'y a pas besoin de DS, c'est pas la peine. Juste les poussières dans un rayon de soleil. C'est merveilleux. Un escargot, c'est extraordinaire.
C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement qui est là. Il y a un mouvement vers l'extérieur et en même temps, le bébé est en mouvement en permanence. Alors, quand on étudie les cerveaux et qu'on voit le nombre de cellules qui se fabriquent par seconde, c'est impressionnant. Quand on réalise que dans notre cerveau se fabriquent les images, là vous me regardez, ouais, à peu près tout le monde, vous me regardez, et en fait, à l'arrière de votre cerveau, par là, parce que ça c'est un cerveau, on ne dirait pas, là le mec il est mort avec un cerveau comme ça, mais l'idée c'est ça, à l'arrière, par là, il y a la fabrication de l'image. Ce que vous voyez en fait, c'est un truc qui se fabrique à l'arrière du cerveau, c'est ça. Le bébé, comme tout le monde, il est dans le monde qui se fabrique dans le cerveau. Les images qui se fabriquent dans le cerveau. Oui, mais son cerveau à la naissance, tout ça là, ça fonctionne. D'abord, les 3/4 ne sont pas construits, et ça fonctionne extrêmement mal quand ça fonctionne. En gros, ça fonctionne jusque-là. Le bébé, pendant qu'il dort, il y a des millions de connexions qui se font entre les neurones. Les neurones, c'est les petits fils électriques qu'il y a dans le cerveau. Un neurone, sur chaque neurone, il y a 10 000 connexions à d'autres neurones. Si bien que le bébé, il s'endort dans un monde. Et il se réveille dans un autre. Imaginez que vous vous endormez dans un monde et vous vous réveillez, ce monde a changé. Vous vous rendormez 4 heures plus tard. Parce qu'eux, ils ne vont pas bosser. Tous les 4 heures, ils peuvent se rendormir. Vous vous rendormez à nouveau et vous vous réveillez, clac. Imaginez même avec votre rythme de vie habituel que tous les matins, le monde a changé. C'est plus le même monde. Combien de temps avant de péter une durite? Combien de temps avant de devenir fou? C'est insupportable. Or, on l'a tous fait. Et on ne l'a pas fait pendant une journée. On l'a fait pendant des mois. Alors, je ne sais pas, mais on n'est pas tous devenus fous. Quoique. N'empêche que, voilà, on est là, déjà, donc c'est bien. Bon. Et comment il fait, le bébé, pour ne pas devenir fou? La réponse, elle est vachement intéressante. Il ne fait rien. Il se laisse faire. Il laisse les transformations se faire. Au lieu de lutter, comme on le fait tous, contre le monde, au lieu de lutter, comme on le fait tous, contre tous les changements, contre tout le mouvement, il se laisse prendre. Il est dans le mouvement. Il est dans les changements. Il se laisse transformer. Sans aucune opération intellectuelle. Il est dans laisser faire. Déjà ? Oula. Ouais, bon. Ok. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être dans ce mouvement de don, dans ce mouvement d'amour, et il va donner. Il va faire un dessin pour sa maman, il est tout content. Voilà, donc ça grandit, on va dire que le truc, il a 3 ans. Il va faire son petit dessin, je vais accélérer. Pour ça, c'est bon. Pour sa maman, il va être tout content de faire son dessin. Parce qu'il l'aime. Attention, contrairement à ce qu'on nous dit, on ne fait pas les choses pour être aimé. C'est pas vrai, ça. On fait les choses parce qu'on aime. Quand on rend service à un copain, c'est pas en se disant « Oh bah ouais, comme ça, il va m'aimer. » Ou alors, il a vraiment beaucoup de fric. Quand on rend service à un copain, on le fait spontanément parce qu'on l'aime. Quand on s'occupe de nos enfants, c'est pas en se disant plus tard, comme ça, ils m'installeront dans une belle EHPAD, dans un bel EHPAD, une maison de retraite. Non, on fait tout ça parce qu'on les aime. On est dans ce mouvement-là. On donne. Donc c'est pas vrai qu'on fait les choses pour qu'on nous aime, pour qu'on nous remarque, pour machin. En fait, on est en train de donner. Seulement, si ça fonctionnait tout le temps, si en face, les autres y recevaient tout le temps, je serais au chômage, ce serait terrible. Parce que, voilà, souvent, plus ou moins, la personne à qui on donne, elle ne reçoit pas. La maman, par exemple, à qui le petit machin il donne son dessin,
Oui, bon, d'accord, hein, pas terrible, hein, puis d'abord je suis occupé. C'est-à-dire que ce mouvement se heurte plus ou moins à un mur. Alors ensuite, autant de murs, autant de familles, autant de personnes, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va venir sur la neuro juste après. Le mouvement s'arrête, mais le gamin, il veut donner. Ok, maman, elle ne peut pas recevoir quand je fais comme ça. Mais moi, je veux le donner, je veux qu'elle soit heureuse. Donc le gamin, il va commencer à réfléchir. Comment il faut faire? Comment il faut se comporter? Il va y avoir la personne d'un côté, il va y avoir le comportement de l'autre. Il va y avoir une dissociation éventuellement terrible entre soi et son comportement. Et cette dissociation, elle amène de façon mécanique, ça se fait dans le cerveau, à la création d'un autre truc. Ce que j'appelle le personnage. Et ça va loin parce que quand le personnage il commence à se construire, eh ben, puisque ma façon spontanée de faire, elle n'atteint pas son but, j'arrive pas à aimer les autres, ben, c'est sûrement que je suis nul, c'est sûrement que je suis monstrueux. Alors, faut surtout pas que je montre qui je suis dans le fond, faut cacher ce truc-là, faut le faire taire au maximum, et faut développer le personnage pour protéger l'extérieur. Et beaucoup de personnes se perdent là-dedans. Et le personnage est là et il va prendre toute la place. Et la personne ne vit pas sa vie, elle fait vivre le personnage. Elle se pose la question de comment il faut être. Tout le temps. Mais comment doit-on réagir dans cette situation-là? Etc. Tout ça se fait dans le cerveau. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes neurologiques. Alors pareil, si vous voulez tous les détails, ça se passe là-bas. Depuis 2003, depuis les travaux de Damasio, on sait que le courant électrique dans le cerveau, ce qu'on appelle l'influx nerveux, d'abord traverse les zones du reptilien, c'est-à-dire les sensations, ensuite les zones des émotions, et en dernier arrive à la pensée. La notion de « je pense donc je suis », en fait, en 2003, les neurosciences l'ont envoyé à la poubelle. Oui, il y a de la pensée, mais bon, c'est vraiment que le résultat du reste. Les pensées, ce ne sont que des effets secondaires des émotions. Alors bon, on pourrait rentrer pareil dans tous les détails, etc. Il y a des bémols, enfin, etc. Bon, mais c'est très important ça. Parce que quand tout va bien, bah, pouf, ça suit le plus court chemin. Et je dirais, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions sur nos comportements. On y arrive, on est dans du lâcher-prise. Ça se fait tout seul. On n'est pas en lutte contre le monde. Seulement, voilà, il va y avoir deux sortes de choses. Il va y avoir, et ça, dès avant la naissance, parfois, il va y avoir... Amélie il va y avoir un blocage possible. Alors, je vous le fais de façon très schématique. À la base du cerveau, c'est ce qu'on appelle la peur. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a deux zones, il y a l'amygdale et l'hippocampe, etc. Tout ça, hop, c'est les peurs. Et les peurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont dévier le courant. Le courant, il ne va pas aller vers là où il aurait dû aller. Et puis, il y a une deuxième zone qui apparaît plus tard, qui apparaît vers... à partir de 8 mois, 10 mois, 12 mois. 12 mois, c'est bon. À 1 an, c'est bon. On sait que c'est là. C'est ce qu'on appelle... Alors, c'est beaucoup plus haut dans le cerveau. Il y a 3 zones, en fait. Enfin, bref. Hop, pareil, on fait simple. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Et la culpabilité, à peu près tout le monde connaît. Se sentir coupable. Et la culpabilité va venir aussi dévier l'influx nerveux. Ça veut dire que quand il y a de la peur ou quand il y a de la culpabilité, ça va tout fausser. Et ça peut aller jusqu'à déclencher des comportements qui ne sont pas du tout les nôtres. C'est-à-dire qu'on fait des choses alors qu'on n'est même pas d'accord avec ce qu'on fait. On se voit faire. Ça arrive à tout le monde de se dire, mais attends, c'est pas vrai, pourquoi je suis énervé comme ça là?
se mettre en colère et en même temps de se dire mais c'est n'importe quoi d'être en colère comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dissociation. Je ne parle pas de schizophrénie, de machin, etc. On connaît tout ça. On est énervé, on ne sait pas pourquoi. Et on s'en veut d'être énervé. Alors comme on s'en veut d'être énervé, ça veut dire qu'on culpabilise d'être énervé, donc on est encore plus énervé. Et ça va faire quoi? Ça va déclencher des émo-comportements dissociatifs. C'est-à-dire que tout ça va déclencher des comportements qui vont complètement nous échapper. Alors plutôt que de parler d'émo-comportements dissociatifs, on va faire simple. Il y a l'individu. Et l'individu, il va constater qu'il fait n'importe quoi. Le terme technique est vachement important à mémoriser. On appelle ça un grabouillis. Ok? Et bien c'est ça. Et on a tous des grabouillis, plus ou moins importants. Il y a des gens, c'est des crises d'angoisse. Il y a des gens, c'est du délire. Il y a des gens, c'est un mal-être diffus, etc. Pareil, de façon globale. Attention, la personne constate le déclenchement du grabouillis. Elle n'y peut rien. Elle est consciente. Elle constate qu'elle fait n'importe quoi, que ce qu'elle fait, ça ne va pas, etc. Elle n'y peut rien. J'insiste là-dessus. Mais le fait de voir qu'elle est en train de faire n'importe quoi, encore une fois, on connaît tout ça. On s'énerve à la queue du supermarché parce que... Mais c'est pas vrai, il y a que la queue d'à côté qui avance. Enfin, etc. Voilà. Et ça peut aller jusqu'au grand délire. Le fait qu'il y ait un grabouillis crée de la culpabilité. On culpabilise d'être en train de faire n'importe quoi, et après on a peur que ça revienne, et on culpabilise d'avoir fait n'importe quoi. C'est vicieux. Quand il y a peur, quand il y a culpabilité, qu'est-ce qui... Alors oui, c'est là qu'on peut voir que le cerveau fait des choses, et on n'est pas notre cerveau. Je ne sais pas répondre à ce qu'on est, encore une fois, il faudrait de la poésie, mais on n'est pas notre cerveau. On ne se réduit pas au cerveau, et souvent... Comme je dis souvent à mes patients, on est en désaccord avec notre cerveau. Il s'agit souvent de montrer à notre cerveau qu'il se trompe. Et en fait, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est les neurosciences qui nous montrent ça. C'est-à-dire des gens qui bossent sur le cerveau, on aboutit à dire « Ouais, il faut que je montre à mon cerveau qu'il est en train de faire n'importe quoi. » Bien. Ici, j'ai rajouté un petit truc. Alors, à la base, ça, c'est le tronc cérébral. Commence là, il y a la colonne vertébrale, etc. Bien. Il y a une carte. C'est quoi cette histoire de carte? C'est le fait que, sans arrêt, à la base du cerveau, le cerveau reçoit, à la base, des informations sur tout ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le cerveau d'un côté et le corps de l'autre. Tout est en va-et-vient permanent. Ça dialogue tout le temps. Lorsqu'il y a une peur, lorsqu'il y a une culpabilité, donc dans le cerveau, dans le corps, quelque part, il y a une tension, il y a une crispation, il y a des muscles profonds qui se figent. Notre cerveau passe son temps à essayer de nous protéger contre tous les dangers. C'est pour ça qu'il mémorise, dès avant la naissance, ce que nous vivons comme tension, ce que nous vivons comme culpabilité à partir de 1 an, ce que nous vivons comme peur tout au long de la vie, etc. Tout ça est mémorisé. Et dès que notre cerveau voit un truc qui ressemble à quelque chose, même si c'était 30 ans avant, il lance un signal. Même si le contexte n'a rien à voir, même si on était tout petit et du coup on était complètement vulnérable, alors que là on est une balèze de baraque, il s'en fiche le cerveau. Il va déclencher des peurs complètement en dehors de la réalité de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il croit nous protéger. Or, notre cerveau reçoit des informations de tension dans le corps. À chaque fois qu'il y a culpabilité ou peur, ou les deux, clac, une crispation quelque part. Notamment dans ces zones-là. Alors là, c'est là qu'il y en a le plus. Bon. Donc notre cerveau reçoit sans arrêt ces trucs-là, et la carte qui est là, lui renvoie la présence de tension. Donc notre cerveau reçoit sans arrêt une information de « Attention, il y a du danger. C'est stocké dans la musculature profonde. Il y a des tensions. » Donc notre cerveau, il est sans arrêt en train d'être dans de la vigilance. Il faut contrôler. Encore une fois, cercle vicieux. Bien.
voilà de façon très rapide, 2-3 mots sur l'hypnose. C'est bon? Je suis dans les temps? Ok, merci, chef. Et donc, 2-3 mots sur l'hypnose, parce que ça, c'est alors, des explications sur l'angoisse, sur le mal-être, etc. C'est très simple, hein. Sortir du mal-être, c'est très simple. Il suffit d'enlever les culpabilités et les peurs. Dit comme ça. Ben ouais, enfin, c'est tout bête. Ok, ben voilà, au revoir, bonne soirée, débrouillez-vous avec ça. Ben ouais, mais attends, comment on fait? Eh ben, pour aller bien, il y a plein de réponses. Alors, il y a plein de réponses. Il y a des tas de gens qui, quand ça ne va pas, renforcent le personnage. En hypnose, c'est ce que font tous mes collègues, et c'est une réponse adaptée à plein de questions. Plein de mes collègues reçoivent des gens qui ne vont pas bien, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renforcer le personnage. Ils vont remettre en marche ce qui ne va pas. Ou ils vont aider la personne à être encore plus ce qu'elle veut être. Je suis fumeur, je ne veux pas, ça ne correspond pas à mon image. Ok, très bien. Là, on vous dégoûte du tabac, pas de problème. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un mode de réponse qui respecte une certaine demande. Rien à dire. C'est pas mon optique. Mon optique est différente. Cette optique, moi j'y suis arrivé par les neurosciences et j'ai trouvé, j'étais émerveillé par le travail d'un monsieur qui maintenant malheureusement est décédé, c'était François Roustan, qui était là-dedans à fond. C'est-à-dire une autre optique que l'hypnose habituelle, que ce qu'on voit partout. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer, je suis en train de dire qu'on fait autre chose. Cette autre chose, c'est de dire quoi? Le personnage dysfonctionne. Il y a des trucs qui ne vont pas. Tant mieux. On va pouvoir le fiche en l'air, le personnage. Pourquoi? Pour permettre à la personne de vivre enfin. Pour permettre à la personne de s'épanouir. Alors, c'est dit comme ça fait cool, c'est pas simple. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer, je dirais, par principalement 2 biais. Il n'y a pas besoin de faire des hypnoses profondes, des machins, etc. Comment il construit le personnage? Le personnage, il se construit sur des peurs et des culpabilités. D'accord. La plupart des gens dans cette pièce, je suppose, sont des gens gentils. Voilà. Il y a même des gens, ils sont tellement gentils qu'ils se font avoir par tout le monde. Mais est-ce qu'on est gentil par choix? Ou est-ce qu'on est gentil par peur? Parce que pour être gentil par choix, pour qu'un choix soit possible, c'est-à-dire pour que la personne puisse librement choisir ce qu'elle fait, librement, il faut qu'elle puisse faire au moins 2 choses. Sinon, il n'y a pas de choix. C'est comme des élections où il n'y a qu'un seul candidat. Il faut au moins qu'il y en ait 2. Bon, des fois, on vote vraiment par défaut. Mais bon, il faut au moins qu'il y en ait 2. Bon. Et bien, par exemple, pour pouvoir être gentil, il faut pouvoir être méchant. Ça paraît tout bête. Sinon, c'est pas un choix. Alors vous allez me dire, mais on peut être autre chose que gentil ou méchant. Oui, on peut être indifférent, etc. Bon, on peut aussi dépasser ça et devenir respectueux. Mais être respectueux, c'est pas toujours gentil. Voilà, mais ça c'est, encore une fois, on passe à la vitesse supérieure. Mais vous voyez, c'est cette notion de liberté. Je ne suis libre d'être gentil que quand je sais que je pourrais être méchant. Ah oui, tout à fait. Sauf que, on ne nous a pas élevés comme ça. Et comme on aime notre entourage, on a gobé ça. Faut pas être méchant. Alors on n'est pas méchant. Il y a un interdit d'être méchant. Ah non, c'est pas possible. Alors, encore une fois, il y a des gens qui sont gentils par choix. Ça veut dire que s'ils veulent, ils pourraient être méchants. Ils sont libres. La majorité des gens n'est pas libre. La majorité des gens a peur d'être méchant. Et énormément de gens vont s'interdire des choses, vont être gentils par peur d'être méchants. C'est pas de la liberté, ça. C'est pas du bien-être. C'est en tension. Encore une fois, quand je parle de tension, c'est pas un truc qui plane, hein. C'est dans tout le corps. Donc voilà. Eh ben, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça en faisant comment? Alors pareil, expérience de neurosciences, je ne sais même plus, il y a 2013, truc comme ça, c'est assez récent. Truc sur la peur. On va montrer au cerveau qui se plante.
alors que la personne est en situation de légère vulnérabilité, il n'y a pas besoin de faire des hypnoses où la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe. Au contraire même, il faut que la personne, elle soit là, elle soit consciente de ce qui se passe. Et en même temps, elle constate que quelque chose se fait tout seul, en la respectant. On ne force jamais rien. On n'a pas le pouvoir sur les gens. On n'a pas à manipuler les gens, on n'a pas à prendre le pouvoir. On a à les mettre dans un dispositif qui permette aux choses de se faire, si c'est bon pour la personne à ce moment-là. Si c'est pas bon, ça se fait bon. C'est l'avantage de ce genre de truc, on force rien. Et du coup, quand la personne elle est dans cet état de légère hypnose, donc il y a certaines façons d'envoyer en hypnose, il y en a plein qu'on n'utilise pas, si bien que ça marche beaucoup moins bien qu'avec plein de collègues. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils font 3 heures de route, ils arrivent, ah bah non. Non, ce serait pas bon pour vous, au revoir. On fait autrement, du coup, mais bon. Mais c'est comme ça, sinon ça pourrait être dangereux pour eux. Et l'hypnose est quelque chose de très dangereux, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de choses. Et donc, on va stimuler les peurs. On va stimuler les culpabilités. La personne sous hypnose ressent, plus ou moins fort, mais elle ressent, sauf si les ressentis sont bloqués aussi, parce que les gens, c'est bloqué aussi. Alors ça, c'est encore plus compliqué, mais on y arrive. La personne ressent les montées de tension, c'est-à-dire qu'elle ressent l'activation de l'interdit, et puis derrière, il ne se passe rien. Il n'y a pas de punition. La personne, on la met sous hypnose, on lui dit laissez le fauteuil, parce que c'est l'environnement qui fait, c'est pas moi, c'est pas... voilà. Ça se fait, quoi, comme quand on était bébé. On laisse les choses se faire. Eh bien, laissez-vous installer dans je suis méchant. Et la personne, là, ça, son interdit d'être méchant qui se manifeste. Elle le sait que c'est du cinéma, qu'elle n'est pas en train d'être méchant. N'empêche que l'interdit, alors certains c'est de la peur, chez nous c'est de la culpabilité, ça s'active. Et puis ça redescend tout seul, parce que le corps gère. Et le corps, il gère beaucoup plus que ce qu'on croit. Parce que, encore une fois, il n'y a pas le cerveau d'un côté et puis le reste du corps de l'autre. On est un ensemble. Eh bien, on stimule, hop, et puis il ne se passe rien. Alors on recommence. Voilà. Et on recommence autant de fois que nécessaire. Donc parfois, une fois suffit, 3 montées suffisent. Parfois, il va falloir recommencer ça plusieurs fois. Alors moi, je ne me casse pas la tête, j'apprends aux gens à le faire tout seul. Comme ça, c'est bien. Les gens, ils viennent me raconter tout ce qu'ils ont soigné par eux-mêmes, et moi, j'encaisse. C'est cool. C'est-à-dire que les 3/4 de ce qu'on a à régler, on peut les régler tout seul. Et c'est vraiment spectaculaire. C'est juste une question de temps, de nombre de fois, on va stimuler. Après, ça disparaît tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle va, je suis méchant. Il ne se passe rien. Oh, et alors? Bah oui, je suis méchant. Je peux être méchant. Et alors? Et du coup, la personne ou son entourage vont constater que cette personne-là, bah tiens, elle est moins poire. Elle se fait moins avoir. Elle commence à dire non. Enfin, etc. Vous savez le truc désagréable pour les autres? Dire non. Etc. C'est-à-dire qu'une partie de l'hypnose va être utilisée pour déstructurer le personnage. Et puis, il y a une autre façon de faire. Je vais bientôt te passer la parole. Il y a une autre façon de faire, c'est attaquer directement sur les tensions. C'est-à-dire que la personne, elle est sous hypnose. On croit qu'il y a de la pensée, de l'intelligence que dans le cerveau, mais pas du tout, il y en a partout de l'intelligence. Ça peut vous choquer, mais nos pieds, ils sont pas si cons que ça. Contrairement à ce que plein de gens croient. Alors on demande au corps. On demande au corps d'installer confortablement la personne dans la situation présente. On demande au corps de laisser la personne arrêter de lutter contre le fauteuil. On demande au corps de choisir une tension qui lui convient et puis le corps s'en débarrasse. Mais on ne sait pas ce qu'on est en train de laisser partir, parce qu'on n'est pas en train de laisser partir, pardon. On n'est pas ce qui est en train de se laisser partir. C'est pas nous qui faisons. C'est moi qu'on puisse dire. C'est-à-dire que, en intervenant directement sur le corps, en demandant au corps de faire, eh ben, les mouvements se remettent en marche. C'est-à-dire qu'il y a 2 portes d'entrée, on passe par le cerveau, on passe par le corps. Les 2 fonctionnent extrêmement bien. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On fait les 2. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Et je vous dis ça d'autant plus que je ne consulte pas à Lyon. Si
peut-être consulter dans on ne sait pas combien de mois, je viendrai une après-midi, on en parlait, et je recevrai quelques personnes. Vous voyez, voilà. Donc j'ai pas un cabinet à Lyon, je suis à Pont-Aven. Donc je suis pas en train de me faire de la pub pour remplir mon cabinet. En plus, il y a une sacrée liste d'attente. Le truc, c'est, ça va très vite. Et quand les personnes, elles font des séances par elles-mêmes, d'auto-hypnose, quand je vous dis très vite, pour vous dire les choses de façon rare, je suis sur une moyenne de suivi thérapeutique de 6 séances. La moyenne nationale, c'est 150. Ça, j'aurais dû d'ailleurs faire le calcul de ce que les gens dépensent en 150 séances et ramener ça à 6, ce serait pas mal. Je pense que j'aurais la Rolls en bas. Mais c'est-à-dire que voilà. Alors il y a des gens, hein, c'est plus de 6 séances. Hein. Il y a des gens, il y a des trucs qui bloquent. Mais la majorité des gens, on les voit 2-3 fois. C'est-à-dire que les résultats sont là à partir du moment où les gens ne font par eux-mêmes. Attention, hein, c'est pas... voilà. C'est-à-dire que des résultats sont tangibles. Et moi, je n'ai pas, c'est Roustan, en termes techniques, qui avait lancé le truc. Et pour avoir travaillé avec Roustan, je peux vous dire que c'était quelque chose, pour l'instant, moi tout petit, Roustan très grand. Voilà, mais il n'est plus là. Donc voilà, et moi j'ai formé Mylène, dont je vous parlais tout à l'heure, qui elle est à Lyon. Voilà, qui reçoit. Alors ce travail sur la tension, et ce travail, non, on n'est pas sur la déconstruction du personnage, mais on est sur la tension, on va y revenir. On va y revenir parce qu'on va parler du corps. Ça te va comme intro ? Très bien. Alors, avant qu'on passe à notre discipline commune, je vais vous expliquer un peu les grands principes du souffle-voix. Il y a un point de départ commun qui est le bébé. Et vous avez peut-être eu l'occasion de voir des bébés naître et entendre leur premier cri. C'est un son qui est puissant pour leur petit corps et dans lequel il y a un grand réservoir de richesse, de sons différents. Et puis il y a la voix que nous avons quand nous sommes adultes, et il n'en reste pas grand-chose. C'est toute la différence entre la voix de la personne et la voix du personnage. Alors évidemment, le bébé ne fait que pleurer, c'est une pierre brute. Mais il n'empêche que si on arrive à cultiver cette pierre brute et à la verticaliser, nous aurions tous des voix différentes. Alors la lecture de Serge Wilfard, qui a inventé le souffle-voix, n'est pas tout à fait la même, puisque Bernard vous a expliqué ce qui se passait au niveau du cerveau, au niveau psychologique. Il se passe aussi tout un tas de choses au niveau du corps, mais les deux sont en interaction, en fait. Hein. Si vous observez un bébé bien planté, souvent le centre de gravité ici, et puis qu'est-ce qui se passe? Souvent en troisième voie, des crises d'anxiété. Le centre de gravité qui est là vient se loger ici. Il suffit de chanter, de rassurer le bébé, et puis ça redescend facilement. Ensuite, le petit Dom se lève, et il essaie de se mettre tant bien que mal sur ses jambes. Et malheureusement, il y a aussi des parents qui l'aident. Ils veulent que leurs enfants marchent plutôt que prévu, vers 9, 10, 11, 12 mois. Ce faisant, ils sont en train de perturber quelque chose qui est naturel. Sauf problème exceptionnel, tout enfant est programmé pour se mettre debout et pour marcher à son rythme. Les psychomotriciens disent que si vous mettez un bébé dans une posture qu'il n'a pas acquise par lui-même, par exemple si vous le mettez assis, alors qu'il ne s'est pas mis assis tout seul ou debout, la seule chose qu'il va faire, c'est gérer la fatigue. On est en train de le mettre en défaut. Donc, il y a une notion sur laquelle on va revenir, c'est que le faire perturbe énormément de choses. Le bébé se laisse faire par l'environnement, et si on laisse faire le bébé, il va se mettre debout spontanément, tout seul. Et en général, il y a des études qui ont été faites, si on laisse un bébé faire, l'enfant va se mettre debout et marcher aux environs, en moyenne, à l'âge de 16 ou 17 mois. Ce qui est relativement tard par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une étude qui a été faite dans un orphelinat, qui s'appelle l'orphelinat de Lochi. Donc, il y a des choses physiques. Vous mettez un enfant dans une posture qu'il ne gère pas, il va falloir qu'il mette un système de tension.
pour tenir debout. Et il va mettre ce système de tension en venant loger des tensions dans le haut du corps. Imaginez que tout est bloqué en haut du corps. Eh bien, la voix va rester bloquée à ce niveau-là. C'est-à-dire que la plupart des gens, il y a quelques exceptions, arrivent à l'âge adulte avec une voix fabriquée qui est le résultat de leur tension. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'il y a des tensions physiques. Alors on voit aussi que ça peut se mettre en place avec les tensions psychologiques qui ont lieu pendant l'éducation. Hein. Tout est lié. Le travail de souffle-voix, la première chose, ça va être un travail de déstructuration. C'est-à-dire déstructurer les tensions qui ont été mises en place. Vous voyez ce personnage-là, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent Wilhelm Reich, il a des cuirasses physiques. C'est la seule manière pour lui de tenir debout. On va déstructurer les cuirasses. Ce qui va se passer, souvent d'ailleurs en pratique, c'est que la personne va tomber en arrière. Son énergie le fait chuter en arrière. Le centre de gravité redescend vers le bas. Et puis, on va restructurer à partir du centre. Une fois qu'on a déstructuré, la personne accède à son centre, à son bassin, et la voix peut émerger de l'ensemble du corps. Donc voilà, ça c'est le côté, on va dire, d'architecture. Un premier mouvement de déstructuration, et un deuxième mouvement de restructuration à partir du centre, retrouver la verticalité à partir du centre. En réalité, ces deux choses se font plus ou moins en même temps. Parce qu'évidemment, on ne peut pas déstructurer entièrement une personne du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle va accéder au fur et à mesure à son centre de gravité. Ça va se déstructurer avec le temps. Le corps a aussi besoin de temps. Et puis on en reparlera, mais en fait, en réalité, dans ce travail de souffle-voix, quand on élimine les cuirasses caractérielles de Reich, c'est toute la vie qui bascule. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Hein. Le corps a aussi des mémoires. Alors Serge Gouleffard, lui, il ne parle pas du personnage, il parle du masque qu'on a eu. Mais c'est des choses similaires. Okay, il parle du cri du bébé, qui est une pierre brute, et qu'on va tailler à partir de règles précises. Par exemple, et cette méthode est tirée, la base de la méthode, c'est l'approche lyrique de la voix. Il y a des basses, des ténors, des mezzos, des sopranos, il y a certains types de voix. Ça veut dire qu'on va respecter la géométrie de la voix de la personne. On ne peut pas être ténor et basse. On est soit l'un, soit l'autre. Donc ça suppose de connaître un minimum les voix pour faire ce travail. Alors, dans le monde lyrique, il y a aussi plein de fabrications. La voix de baryton, par exemple, c'est une fabrication du fin 18e, début 19e siècle. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'arrive à l'âge adulte avec une voix naturelle. Tout le monde arrive avec cette voix plus ou moins fabriquée. Il y a des gens exceptionnels qui ont leur voix chantée naturelle. Mais même chez les chanteurs, il y en a beaucoup qui truquent, qui fabriquent. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent au chant lyrique. Si on prend les 20-30 dernières années, on constate qu'il y a beaucoup de carrières éclairs. C'est-à-dire que les gens chantent 5, 6, 10, 15 ans, et après ils n'ont plus de voix. Alors que si on prenait les chanteurs, notamment ceux qui sont nés dans les années 20-30, remarquez que c'est entre les deux guerres mondiales, donc je ne sais pas si la nature fabrique les aides dont elle a besoin à cette époque-là, mais en tout cas, on a, dans les années 70, des grandes voix, toutes différentes. C'est-à-dire que si vous ouvrez la radio à ce moment-là, on reconnaît, elles sont fortement personnalisées, et c'est des voix endurantes et puissantes. Serge Gouleffard, il appelle ça des bébés qui auraient bien grandi, qui auraient bien évolué. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été perturbés par toutes les tensions, par toute l'histoire. Alors,
ça a été, on va dire, un peu un âge d'or du chant. Et ces dernières années, à partir des années 70-80, il y a une standardisation des voix. On trouve ce même phénomène d'ailleurs dans les orchestres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est musicien peut différencier la Philharmonie de Vienne de la Philharmonie de Berlin. Mais il y a 20 ou 30 ans, il y a 30 ou 40 ans, il y avait beaucoup plus de différences que ça. Donc il y a un phénomène de standardisation qu'on trouve, qui est actuel. Je reviens sur cette chose de déstructuration. C'est extrêmement important, parce que par exemple, il y a plein de disciplines énergétiques, on vous parle de la verticalité. Le tir à l'arc, tout un tas de choses, le yoga. Et on peut très bien faire toutes ces disciplines énergétiques sans commencer par déstructurer la cuirasse. C'est-à-dire qu'on va rechercher un modèle idéal de corps, c'est ce que fait le yoga, alors qu'on n'a pas son centre de gravité bien établi, que la cuirasse n'a pas eu le temps de se déstructurer. En Inde, il y a des gens qui font de la préparation physique avant de faire de la danse ou avant de faire du yoga. Il n'y a que chez nous où on pense qu'on peut faire du yoga directement, et puis en regardant les planches, les postures, et essayer d'imiter ceci. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, cette méthode-là reformate aussi les corps. Et on constate qu'après un travail de souffle et voix, on n'a plus la même relation au corps. C'est un corps qui est pesant, qui a des racines. Et du coup, on envisage le corps de manière différente et ces pratiques-là de manière différente. Ce n'est plus la référence extérieure de la posture, la recherche d'un parangon, d'une posture idéale, mais c'est vraiment au ressenti corporel. Moi, pour ma part, j'étais pratiquant de yoga. Après un premier stage de 3 jours, c'était impossible de pratiquer le yoga que je faisais de la même manière. C'était un yoga dynamique. Alors, j'allais à fond la caisse, sans réfléchir. Et après le stage, tout d'un coup, je sentais l'énergie circuler. C'était impossible de toucher mes pieds. Mais j'étais centré. Il y avait une logique qui était respectée. Alors, j'en parlerai, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut voir. Serge Wilfard, il est dans l'aspect très physique, physiologique au départ. Il fait prendre à des gens des postures pour faire fondre ces cuirasses caractérielles. Qu'est-ce qui se passe au niveau du souffle? La personne, elle est coincée ici. Elle n'a pas la capacité de prendre son souffle depuis ses racines, depuis ses pieds. Quand elle respire, parce que la plupart d'entre nous, on respire très peu avant de parler. Le corps est déjà tellement tendu qu'on ne le laisse pas parler. Alors, cette méthode, elle permet vraiment de laisser parler son corps et de laisser revenir un geste respiratoire qui est naturel. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on laisse faire les choses, la voix naturelle revient d'elle-même. En ce qui me concerne, j'ai fait des études de musicologie. Je n'avais pas particulièrement de problème avec ma voix chantée. Par contre, la voix parlée, c'est aussi l'image sociale qu'on a. Dans le fait de s'exprimer avec les autres, tout d'un coup, le fait de la présence des autres. On va se sentir tendu. La voix ne sera pas la même. Et pour ma part, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, maintenant il y a une quinzaine d'années, je parlais comme ça tous les jours, je ne peux pas faire autrement. Tout était coincé ici. Vous imaginez comme ça peut être assez handicapant avec des élèves de collège, qui plus est dans des collèges parfois difficiles, où il faut s'imposer. Donc, pour moi, je suis témoignage vivant, j'ai vu les résultats de cette méthode sur ma voix parlée. Mais ce qui était très intéressant, c'est que je croyais bien connaître ma voix chantée, je me débrouillais pas si mal. Sauf que j'ai redécouvert complètement ma voix chantée. Alors, on peut dire quel rapport avec le travail de Bernard? C'est que quand on travaille sur le corps, le souffle, la voix,
on travaille sur l'incarnation de la personne. Quand on travaille sur l'incarnation, il va se passer des choses, les comportements vont changer. Et quand vous émettez d'une certaine manière avec certaines fréquences, les gens reçoivent d'une certaine manière. Quand vous émettez avec d'autres fréquences, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont recevoir ce que vous avez à témoigner. Et peut-être d'autres personnes que ça va déranger. Je reprends l'image du « je suis méchant ». Quand on touche cette voix, quand la personne qui est dans la pratique touche cette voix grave, avec parfois une dimension presque animale, tout d'un coup, elle se dit « mais je ne peux pas utiliser cette voix-là ». Les gens en face de moi vont croire que je vais les engueuler, ou que je suis agressif avec eux. Et là, on voit bien le parallèle entre l'instrument et le personnage que l'on s'est construit. Alors en fait, les principes d'architecture, ils sont ceux-ci. Tout corps a un son fondamental. Un son fondamental, c'est un son grave, dans lequel il y a une grande richesse de son. C'est-à-dire que si vous prenez un piano acoustique, pas celui-ci, malheureusement, ce n'est pas possible, vous appuyez sur une note grave et vous laissez la pédale appuyée. Par résonance, vous allez entendre au fur et à mesure se développer une série de sons plus aigus. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Il y a des pratiques vocales, notamment en Orient, où on développe ces harmoniques. C'est toute la richesse d'une voix. Et là, tout l'objet, c'est de trouver le son fondamental de la personne, son son racine. Et à partir de là, verticaliser sa voix. C'est-à-dire qu'on va chercher un grave, et en s'appuyant sur ce grave, on va monter au fur et à mesure dans l'aigu. C'est comme construire une cathédrale sur des fondations. Alors que la plupart d'entre nous, on parle sans cette voix grave, ou on chante, accessoirement, parce qu'on a peur de toute cette énergie qui vient du bas. Alors, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup la puissance dans un premier temps dans cette méthode-là, et ce qui rend les gens malades, c'est une force qu'ils ont redirigée contre eux. On a tous, étant bébé, il nous fallait de la force pour survivre, en fait. C'est l'histoire de la chenille dans son cocon qui a besoin d'une force suffisante pour devenir papillon. C'est la même chose. La nature a fait de nous des êtres avec une énergie volcanique. Et c'est aussi ce qui nous fait peur. C'est aussi ce qui a fait peur à tout un tas de sociétés. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de sociétés qui sont construites sur tout ça n'existe pas. Ok ? Tout à l'heure, Bernard vous parlait de cette zone-là. Le diaphragme, qui permet de respirer, c'est la coupure entre entre l'être et le paraître. Il y a une coupure. Et tout l'objet, c'est que l'énergie ici puisse fonctionner entre l'être et le paraître, pour qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc, les aspects thérapeutiques, ils sont nombreux dans cette méthode. Celui qui l'a fondé ne se déclarait pas thérapeute, mais il constatait que les colonnes se redressaient, qu'évidemment les voix des gens changeaient, que le souffle se calmait, mais aussi que leur vie changeait. C'est l'histoire de, voilà, je vais récupérer un son qui est toute ma personnalité, toute ma richesse, et quand je témoigne avec, comme mon véhicule témoigne avec, eh bien, c'est l'environnement qui change aussi, et qui s'adapte. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait de cet ordre-là. Il arrive souvent que les personnes viennent dans cette méthode-là à des moments très particuliers de leur vie. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui viennent au moment de la ménopause. C'est un travail qui accompagne très bien les mues intérieures.
Alors, ça c'est l'aspect thérapeutique. Mais en réalité, il y a d'autres aspects. Dans un cercle de souffle et voix, il peut se passer plein de choses. Serge Wilfard, qui a mis en place cette méthode, a remarqué qu'elle était particulièrement efficace en groupe. Bernard vous dirait, ce sont les neurones miroirs. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, notre cerveau le fait. Le fait de voir quelqu'un émettre certains sons sollicite, active des choses en vous qui fait que cette méthode va prendre une puissance particulière en groupe. Serge Wilfard disait, moi je fais du Tomatis à l'envers. Qu'est-ce que faisait Tomatis? Il changeait l'écoute pour changer la voix, c'est-à-dire qu'il considérait qu'on ne pouvait émettre des sons que ceux qu'on avait entendus, que les fréquences qu'on avait entendues. Donc c'était son principe à lui. Et Serge Wilfard disait l'inverse. Il disait, moi je change la voix et je change l'écoute. Parce qu'il constatait que ça avait un impact sur l'écoute des gens. Vous écoutez les voix de manière différente. En réalité, il faisait les deux. Parce que quand vous êtes en groupe, vous écoutez différemment aussi et ça agit sur votre corps. Alors je vous parlais d'un cercle. En fait, dans ce type de pratique, en tout cas en souffle et voix tel qu'il a été mis en place, ça peut rappeler certains autres cercles. Par exemple, il y a des cercles chamaniques où au milieu on met le feu, et puis il y a des chants qui se font, et puis il y a des choses qui se passent. Ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Je sais que Bernard n'aime pas ça, mais l'hypnose est qualifiée d'état modifié de conscience. Bon, c'est clair pour... Enfin, voilà. En tous les cas, quand on chante, à un moment donné, on va toucher des états différents. Des états habituels. Au moment où la personne lâche prise. Et à la différence d'un cercle chamanique où on va mettre les éléments au centre, là, l'objet de la recherche, ça va être l'homme. De retrouver les proportions de l'homme. Vous voyez l'homme de Vitruve, la statue grecque. Quand on travaille sur cette méthode-là, le corps, il change. Alors les éléments, ils sont là sous d'autres formes. Il y a des gens qui pleurent, il y a de l'eau, il y a l'énergie animale qui est là, il y a le feu, il y a la terre, évidemment. Voilà, mais l'objet de la recherche, c'est l'homme. On met l'homme au centre des recherches. Et il peut arriver, on ne fait pas ça pour ça, mais ça arrive, qu'il y ait des expériences très fortes qui soient vécues dans le cercle. Pour ma part, la première fois que j'ai chanté, je me suis senti comme un canal où il y avait énormément de choses qui passaient, comme si j'étais un tout. Il n'y avait pas de différence avec mon environnement. Et pour moi, qui à l'époque était très peureux, si j'avais été un samouraï et que je devais me battre, je me serais battu sans aucune peur. Voilà, donc déjà, c'était assez extraordinaire pour moi comme expérience, parce qu'à cette époque-là, c'était une époque où je prenais ma voiture, je psychotais un peu, quoi. Et puis, il m'est arrivé, 3-4 ans plus tard, de faire l'expérience inverse. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui était là, et en même temps, j'avais l'impression de disparaître intérieurement. Donc, c'est des expériences qui sont proches du zen, la plénitude, ou alors le vide. En stage souffle et voix, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un stagiaire qui a fait une expérience très forte de rien. Un satori. Un satori. Voilà. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche simplement à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge pour la personne, à ce qu'il y ait une harmonie naturelle qui revienne. Mais c'est des choses qui arrivent. En tout cas, c'est de cet ordre-là. Dans la dimension initiatique de ce travail, on peut faire le parallèle entre le fait de trouver sa voix, de trouver le son juste, et le tir à l'arc japonais. Il y a un très beau livre, je crois que je ne l'ai pas ici, qui s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme occidental qui se retrouve à faire du tir à l'arc au Japon. Et évidemment, lui, son but, c'est de tirer au centre de la cible. Voilà, c'est un occidental, il veut que ce soit efficace. Mais il y a toute une initiation de cet élève-là pour que l'élève se dépouille de son intention et laisse quelque chose tirer à sa place. De sorte qu'à un moment dans le livre,
la personne qui tire a les yeux bandés et touche la cible au centre. Vous prenez la cible, c'est la note que je donne. La flèche, c'est la voix. L'arc, c'est la respiration. Le corps, la manière d'investir ces deux choses. Vous prenez ce livre, c'est exactement ce qu'on fait. C'est apprendre à se dépouiller du personnage qui veut faire, d'une névrose, qui veut être quelque chose, pour laisser faire quelque chose qui nous traverse et laisser faire. Et il se trouve que ce livre est une référence de Serge Wilfard, qui a inventé le souffle et voix, et aussi de François Roustan. Ces deux personnes ne se sont pas rencontrées, mais on est dans la même démarche. On est dans des univers où tout d'un coup la personne, quand elle chante, elle peut toucher des choses où le mental s'arrête. C'est comme si on appuie sur le bouton reset d'un appareil, tout se remet à zéro et ça redonne du mouvement. C'est ça aussi qui est libérateur et qui permet de soigner les gens et de redonner un nouvel élan dans la vie. Voilà, donc je vous ai présenté différentes facettes de ce travail-là. Oui, on est parti de neurosciences, c'est très matérialiste, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres aspects. Hein. Bernard, vous-même, vous direz que nous ne sommes pas notre cerveau. Donc, les neurosciences sont un outil pour regarder. Mais en fait, dès qu'on est dans l'expérience, on peut dire tout un tas de choses sur l'expérience. Mais quand on est dedans, c'est complètement différent. C'est quelque chose d'assez incommunicable. Et il arrive très fréquemment que quand la personne touche son énergie profonde, qu'elle se met à avoir un vrai geste respiratoire naturel, elle ne sait plus quoi dire. C'est un blanc. Ou alors, si elle arrive à traverser cet état-là, c'est d'autres mots qui apparaissent et d'autres sons. Alors peut-être que vous ne voyez pas tellement, ou pas tout à fait les liens entre les deux pratiques. Oui, donc... C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans notre rencontre. Je te laisse en il y a un peu plus de 2 ans, donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une partie déconstruction des peurs, des culpabilités, etc. Il y a la partie travail sur le corps, donc ça, j'avais été formé par François Roustan. Monsieur Roustan étant dans une notion qui était, vous savez faire du Roustan très très bien, mais vous n'êtes pas Roustan, faites du Sansfelder. Roustan disparaît avec Roustan. Voilà, donc il m'avait renvoyé dans mes platanes, c'était pas un gourou. Et le but du jeu étant que je sois une personne à part entière, et non pas que je fasse du Roustan. Et oui, mais il y a des gens, ils vont pas sous hypnose. Et puis il y a des trucs que moi j'adore dans mon boulot, c'est qu'on peut changer, etc. Moi, refaire tout le temps la même chose, m'intéresse pas, il faut que ça bouge. Bon, donc je cherchais des pratiques pour justement enlever les tensions, pour agir sur la carte. Des pratiques autres que l'hypnose que je pratiquais déjà. Donc j'allais voir des trucs. Et en général, au bout de 2 heures, je partais parce que je pensais que j'étais chez des fous, ou je me disais c'est dangereux, enfin, etc. Et j'ai entendu parler, donc j'avais entendu parler de la méthode Wilfard, j'avais entendu parler du souffle-voix, de la pneumaphonie, tout ça. Et donc j'apprends que Benjamin Grenard venait faire un stage à Quimper, donc je me dis, je vais aller faire un tour. Donc comme tous les thérapeutes, quand on va faire un stage dans lequel on va être impliqué, la première journée j'étais malade, j'y ai pas été. N'est-ce pas, c'est un hasard. Totalement. Bien. Et puis, j'ai été pour la 2e journée, et je me suis dit, je suis chez des dingues. Il y avait des gens qui étaient là, il y avait Benjamin au clavier, les gens, ils levaient le bras comme ça, puis ils disaient, ya, 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 ya. Alors, ça va pas la tête. Ok, donc, voilà, bon, je me suis dit, bon, à midi, je vais dire que je suis encore malade. Et puis on passe. Chacun à notre tour. Alors j'y ai été. Or il se trouve que quand on est psy, enfin normalement quand on s'occupe de gens, on travaille d'abord sur soi. Parce que je dirais que dans une relation thérapeutique, le frein c'est le thérapeute. Principalement, et vraiment principalement. Donc il y a un travail sur soi
phénoménal. En fait, on sert de nos passions pour aller mieux, faut pas chercher. Et donc, j'avais des tensions très très profondes. Je savais qu'elles étaient là. Je travaillais dessus, évidemment, par hypnose. Mais ça patouillait bien, quoi. Et donc, bah voilà, Benjamin m'explique comment me tenir, etc. Je me dis, ils sont vraiment pas... Voilà. Et je commence, bon, je le fais, quoi. Bon. Je dirais, je le fais, hein. Je me laisse pas complètement faire, hein. Attention, faut pas déconner, hein. Ça c'est beaucoup plus tard. Bon. Et mon corps se met à trembler tout seul. Je suis habité, envahi par des soubresauts. Mon corps se met à trembler. Rien fumé, rien picolé, rien. Ok. Et là, je me dis, il se passe réellement quelque chose. Parce que quand le corps il se met à trembler comme ça, ce sont des tensions qui sont en train de partir. Bien. Et donc, je finis de passer, je retourne à ma place. Vous voyez ? Et là, je sens que les tensions sur lesquelles je travaillais depuis un bon moment, elles sont parties. Il y en a même d'autres que je m'étais dit, je verrai ça plus tard. On en trouve toujours. Hein. Et là, je me dis, je reste. Et donc, je commence à regarder ce qui se passe différemment. Je commence à vivre ce qui se passe différemment. En tant que thérapeute, connu, etc., reconnu, etc., n'est-ce pas ? J'avais toujours une prise de distance par rapport à ce qui se passe. C'est moi, n'est-ce pas ? Ok ? Bon. Et là, je me laisse prendre par le truc, par l'énergie du groupe, etc. Je deviens un des stagiaires. C'est plus Sansfelder, c'est un des stagiaires. C'est un mec normal, quoi. Bon. Et là, je suis envahi par plein de choses. Et je constate qu'effectivement, comme vous le disiez Benjamin tout à l'heure, quand les autres passent, il se passe plein de choses à l'intérieur. Et ce que je constate d'un point de vue technique, parce que ça reste quand même, c'est qu'en fin de passation, les gens, ils sont sous hypnose. Ils sont dans un état d'hypnose. Et je trouve cette méthode, voilà, je me dis, c'est génial. Bon. Et je me dis, mais puisqu'ils sont en hypnose à la fin, si on les mettait en hypnose au début, mais ce serait encore plus efficace. Ça se ferait encore plus, parce que quand on est sous hypnose, on reste, encore une fois, dans l'hypnose qu'on pratique, on reste conscient. Mais c'est un état de laisser les choses se faire. Alors ça va optimiser la méthode. Et puisque j'ai des traces du côté gentil, j'ai Benjamin, hop, sur la nappe, en papier. J'ai dessiné, tu te souviens ? J'ai dessiné le cerveau, etc. Puis je lui ai expliqué, et en fait là ça agit là-dessus, Ah, voilà. Et il faut les foutre sous hypnose, il faut qu'on essaye. Et Benjamin, ça l'a intéressé aussi. Il s'est dit, tiens, j'ai trouvé un autre allumé. Et donc, hop. Et donc on a, par petites touches, on a expérimenté. Avec l'accord, etc., des personnes sur qui on faisait, etc. Au début, c'était très très clair. C'était dans des stages de souffle-voix, et on disait aux gens, voilà, il y a Bernard qui est là, on est en train d'expérimenter, c'est-à-dire qu'aucune garantie d'effet, on est vraiment dans l'expérimentation, on sait que ça ne fera pas de mal. Déjà, c'est pas mal, parce que souvent les pratiques comme ça, il faut faire gaffe, bon, et on a commencé à développer. Et on s'est aperçu que les retours étaient phénoménaux. Attention, on met les choses à leur place. Mais, waouh, les retours étaient là. Moi, je me suis aperçu dans ma pratique, parce que j'ai le même clavier à la maison, et donc, je me suis mis, pareil, j'ai demandé des bases à Benjamin, je suis en formation au niveau de la pneumaphonie, et je me suis aperçu que quand mes patients, il y avait une hypnose, et qu'après, ils faisaient des yéyouya, etc., ça optimisait complètement les choses. La restructuration se faisait. Il y avait plein d'autres tensions qui partaient. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment complémentarité entre les deux approches. Et on s'est mis à creuser, jusqu'à mélanger les deux approches dans une pratique donc commune qu'on a appelée, alors c'est Benjamin qui a trouvé le terme, ainophonie. Alors, aina, c'est l'être ? Einaï. Merci. Donc, le son, la voix, de l'être. Et donc, Benjamin, en fait, a trouvé le terme pour ce que je faisais, parce que moi, ça faisait plus de 10 ans que les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? Rien, je bidouille. Voilà, alors, la méthode Sansfelder, mais bon, non, puisque on apprend ça à d'autres, ils vont pas faire de la méthode Sansfelder. Ils s'en foutent de Sansfelder.
Et du coup, ça a donné le terme ainothérapie. Voilà. Le soin de l'être ou le soin par l'être. Avec cette notion, et j'insiste là-dessus parce que ça fait partie des choses qui me passionnent dans cette démarche, parce que je suis un passionné du zen, de pratique zen, c'est ne rien faire. Permettre que les choses se fassent par elles-mêmes. C'est le bébé, hein? C'est vraiment ça. Et donc, bah voilà, on travaille cette méthode. C'est rajouter Mylène, qui permet de créer toute une dynamique, que ce soit au niveau réflexion, avec tout un apport complètement différent de nos formations à nous, un apport différent, que ce soit au niveau de la pratique, avec une énergie différente. Et donc il y a une dynamique à 3, et ça circule un maximum, de façon à ce que la méthode soit en mouvement. C'est-à-dire que Bernard nous forme en ainothérapie, je les forme en souffle-voix. Ouais. Alors, juste une chose, je complète. Bernard a vu des gens qui tombaient sous hypnose, plutôt en fin ou en deuxième partie de pratique. Il se trouve que si la personne est vraiment dans l'esprit du souffle-voix, elle y est tout de suite. Mais au départ, les gens font comme ils peuvent, et on provoque un lâcher-prise. Donc la personne, elle résiste au départ. C'est le personnage qui résiste, en fait. Personne, voilà. Et au bout d'un moment, ça se fait. Donc l'idée de départ, comme l'a dit Bernard, c'était « et si on faisait sous hypnose tout de suite ?» Ça éliminerait un certain type de tension. En réalité, moi je me suis aperçu qu'il y avait toute une phase de ma formation pendant 2-3 ans où Serge Wilfard, quand je passais, ne me disait rien. C'est-à-dire que tout se faisait tout seul. Il ne me mettait pas dans une posture particulière, il ne me donnait aucune indication. Et rétrospectivement, c'est parce que j'étais déjà en auto-hypnose avant de passer, mais sans connaître la technique. Donc lui, il nous disait, il faut être prêt avant de venir sur le tapis, mais il ne nous disait pas comment faire. Donc c'était un état particulier. Là où vraiment l'apport de l'ainothérapie est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cibler certains traumatismes, certaines peurs, certaines culpabilités, ce qu'on ne faisait pas du tout avec la pneumaphonie. La pneumaphonie, on travaille sur l'instrument, la vie de la personne bouge, mais c'est son problème, on ne sait pas ce qui travaille. Des fois, il y a des gens qui pleurent en plein sur le tapis. On ne sait pas pourquoi. La démarche était de ne pas mettre des mots dessus. C'était une démarche anti-psychanalytique. De ce point de vue-là, c'était plutôt une chose intéressante. La chose, c'est que parfois, en souffle-voix, la personne, elle peut tourner pendant 2, 3, 1 ou 2 stages autour d'une même tension qu'elle n'arrive pas à enlever. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard a une perception des gens, des traumatismes, etc. Et que j'ai vu que quand il enlevait cette chose-là, directement après, la voix changeait et que ce changement était définitif. Ayant des gens en ainothérapie, ainophonie, donc ainothérapie plus pneumaphonie, j'ai aussi travaillé sur des traumatismes de certaines personnes et c'était évident qu'après avoir ciblé quelque chose, la voix de la personne changeait. Et en même temps, comme Bernard vous l'a dit, ce qui est intéressant, c'est que le souffle-voix apporte beaucoup de puissance à ce travail hypnotique. Et moi, si j'ai un peu un reproche à faire à l'hypnose, c'est qu'on peut mettre la personne sous hypnose, mais qu'elle n'est pas nécessairement centrée. Parfois même au contraire. Alors que le souffle-voix centre. Et ça, c'est un élément fondamental de la méthode. C'est-à-dire pouvoir toucher cet état de relâchement et de lâcher prise en étant centré. Ce qui fait que les gens, on peut manipuler les gens en hypnose, c'est parce qu'en fait, on joue sur leur état de dissociation, ils ne sont pas centrés et on leur balance plein de trucs. Là, quand vous êtes centré, vous êtes conscient de ce qui se passe et vous avez de la force en vous. Vous n'êtes pas une éponge. Donc voilà, c'était des choses qui fait que les deux pratiques se nourrissent vraiment de manière intéressante. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre des interventions d'ailleurs? Moi, je vous entends parler. Si je pense au Qigong, c'est normal? Oui. On est d'accord, on est quand même dans une philosophie qui s'approche. Bien sûr, il s'agit. Voilà, le Qigong, c'est une. Le Qigong, à la base, ce sont des mouvements spontanés qui ont été mis en forme ensuite. Il s'agit de faire circuler de l'énergie
Et en fait, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'à la base, comme, comment ça s'appelle, le tai chi, ce sont des mouvements spontanés, des mouvements d'énergie spontanée, qui ont été codifiés. Et le principe étant pour nous occidentaux, de passer par le codifié pour pouvoir en sortir, retrouver la spontanéité. C'est-à-dire que le corps, il s'agit de laisser le corps faire tout seul. Un bon pratiquant, enfin quelqu'un qui est bien encadré en Qigong, encore une fois, il faut que ce soit super bien encadré, à un moment, va complètement lâcher. Il va laisser le corps faire. À partir du moment où il laisse le corps faire, il y a plein de choses qui vont se passer. Tout à fait. Oui, 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 oui. Il y a plein de liens. Il n'y a pas une méthode qui est bonne. Hein. C'est une, Non, ça se rejoint tout De à toute fait. façon, ce sont des principes universels. Ouais. Après, la mise en œuvre est différente. Tout à fait. Ça fait quand même peur, tous les deux, votre truc. Enfin, non, non, mais attention. Alors, notre couple, ça fait 2 ans. C'est bien. Ouais. En fait, c'est... Bon, Non, ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de choses qui sont radicales. oui. Enfin, moi, typiquement, j'arrive, je suis dans cette énergie Oui. de radicalité, de changement. Enfin, quand on vous écoute, on se dit, oh putain, si on va aller voir, les deux, on ressort, on n'est pas les mêmes, quoi. Il va Ah, falloir bah, oui, changer c'est les le trucs. C'est un peu le but du jeu. Oui, non, mais je veux dire que ça ne reste pas forcément à tout le monde. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais il y a quand même, ce qui s'appuie sur la démarche, c'est que quand le cerveau va bien, le bien-être est naturel. Le bien-être est votre état naturel selon Bernard. Non, Oui, j'entends bien, ok. mais enfin, quand on Et se débarrasse du l'harmonie- personnage, enfin, je veux dire, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir continuer. En fait. On est quand même dans du radical. Ah bah non, il y a des choses qui Le vont jeu, pas c'est que les gens continuer. changent. Ça, c'est en ainothérapie, c'est ça. En ainophonie, c'est ça. Les gens, ils viennent pour qu'un changement ait lieu. Sinon, ils vont voir ailleurs. Hein. Donc ils divorcent après votre séminaire. Ils Ou au contraire. ils vont tomber- Ou alors le conjoint vient chez nous et les choses s'harmonisent. Oui. Voilà, bah, il y a plein de choses. Ou au Mais, contraire, alors qu'ils oubliaient de montrer à l'autre qu'ils l'aimaient depuis 30 ans, brusquement, ils vont se mettre à, au lieu de pense à acheter une baguette de pain, il y aura une petite fleur. Peut-être qu'il oubliera l'autre d'acheter le pain, mais vous voyez ce que je veux dire, etc. Alors ensuite, et ça fait partie des choses que moi qui m'ont fasciné quand j'ai commencé à travailler avec Benjamin, sur lesquelles j'étais extrêmement exigeant dans mon travail d'ainothérapeute, c'est qu'on ne force rien. Et le fait de ne rien forcer, c'est-à-dire le fait de ne pas enfermer la personne dans notre perception de ce qui serait bon pour elle. Donc, éventuellement, le fait de ne pas répondre à sa demande. Parce qu'on ne sait pas quand on répond à une demande si c'est bon pour la personne. Je veux ci, je veux ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? Vous voyez? Donc, ce dispositif, avec l'ambiance qu'il crée autour, va permettre aux choses de se faire au rythme de la personne. Donc il y a des gens, de stage en stage, comme moi, en séance, ça dépote, ça va à une vitesse dingue. Et il y a des gens, bah non, leur rythme, il faut pas, c'est dangereux. On a même vu, on peut aller encore plus loin, on a même vu, et ça, pour moi, ça a été un truc de, comment dire, de confirmation qu'on était dans quelque chose qui était protecteur pour les gens. Ça ne les mettait pas en danger, parce que j'en ai tellement vu des méthodes qui bousillent les gens, et j'en ai tellement récupéré des gens qui étaient passés par des trucs. Voilà, bon. Ou alors je pouvais les bousiller, les renvoyer chez moi après, mais ça pose des problèmes éthiques. Bon, quand même, il y a des petits... bon. On a vu une jeune femme qui partait en hypnose comme un rien. Parce qu'il y a des gens qui partent pas, encore une fois. Qui... Dans les différents exercices qu'on propose, etc., il y en a, c'est complètement individualisé. Il y en a, on fait passer à peu près tout le monde dans le même truc. Enfin, il y a tout. On va pas tout le temps, pendant 3 jours, faire exactement la même chose. Ça, c'est vivant. Et donc, elle voit les autres passer pour un exercice. Elle est partante, elle veut y aller. Elle voit en plus le truc, elle a bien compris, etc. Et donc, elle se met en position. Et pas moyen de la faire partir en hypnose. Sur cet exercice-là. Elle part pas. Donc, bah, on ne fait pas avec hypnose, on fait autrement. Et l'exercice d'après, hop, elle part en hypnose. Moi, j'interprète ça en disant que, pour elle, ça aurait été mauvaise qu'elle parte en hypnose et que cet exercice ait lieu sous hypnose. Voilà. Donc ça, c'est pas fait. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Le fait que, parfois, ça ne marche pas, c'est bon signe. Vous voyez, voilà. Mais je reviens au point de départ de ce que vous disiez. Ah oui, le but du jeu, c'est que les gens changent. Alors, ce qui pose problème à l'entourage. C'est évident.
Parce que quand les gens ils changent, d'abord c'est l'entourage qui s'en rend compte, puisque le but du jeu c'est la personne. Donc les gens ils ne se rendent pas compte, souvent. Puisque c'est spontané, c'est évident. Je me souviens en hypnothérapie d'une dame complètement terrifiée par les autres, incapable de dire non dans son coin, etc., qui n'osait jamais rien demander, etc., puis qui... Je la vois, une séance, etc., on travaille sur un truc, paf, et puis 15 jours après, elle revient, et puis on discute un peu, quoi. Et puis je lui demande s'il y a des choses que, voilà, ça a servi, ouais, non, paf. Et puis 5 minutes après, elle me dit, ah ouais, dans mon boulot, finalement... Il cherchait quelqu'un pour faire de l'informatique, c'est pas ma formation, mais c'est une de mes passions. Alors j'ai été voir le chef et je lui ai pas lâché le morceau, j'ai tenu le truc jusqu'à ce qu'il me donne le poste. Et elle s'en était même pas rendue compte, tellement c'était spontané pour elle. Alors par contre, l'entourage, en l'occurrence son mari, lui il se rendait compte qu'il y avait des choses. Et lui, dans son cas, il freinait. D'autres maris auraient été, au contraire, super heureux. Vous voyez là, parce que bon, pareil, ça c'est des choses, on est juste là. Mais quand on tombe amoureux, je parle d'amour, je parle pas de désir. Quand on tombe amoureux, c'est le bébé dans nous qui flash sur le bébé en face. Faut pas chercher. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien. C'est pour ça que c'est pas logique. C'est pour ça que quand l'autre il nous dit pourquoi tu m'aimes, toutes les réponses c'est à côté. Parce qu'on sait pas pourquoi. C'est une histoire de bébé. C'est tout. Et c'est vraiment ça. C'est la personne. Je dérive. On revient sur le... D'autres questions ? Oui, vous disiez que vous étiez à trouver les résistances pour se trouver soi-même, en quelque sorte, un petit peu. Enfin, c'était un peu le but. Mais quand on connaît pas, quand on sent qu'on a des résistances, mais qu'on ne les connaît pas, comment il y a un mode d'emploi pour les trouver ? Il y a un... Alors, en souffle-voix, ça va apparaître sans qu'on ait besoin de discuter, par une énergie, une tension. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard a passé une partie du week-end, moi, à le faire chanter, et lui a formé Mylène et moi sur comment conduire un entretien, pour repérer les blocages. Donc c'est le travail du thérapeute. Ça, c'est en séance individuelle. Attention, il y Oui, a les séances individuelles et il y a les stages. Mais en stage, les gens, ils individuelles. déballent pas leur vie privée. Oui, tout à fait. Ok, moi, les stages où les gens, ils arrivent et ils déballent leur vie privée, etc., eh ben, ça m'intéresse pas. Ok ? Ensuite, il y a des choses qui sont communes de par la culture. Ensuite, il y a des choses où on repère non pas l'origine du problème, mais la tension. Et à partir du moment où la tension, c'est-à-dire la trace d'un événement passé, parce que ce n'est pas l'événement qui est important. On s'en fout, c'est passé. Ce qui est important, c'est la trace qui est restée dans le cerveau, dans le corps. C'est ça qui pose problème, c'est pas l'événement. Alors ça, à partir du moment où la personne la sent, alors si elle ne la sent pas, ça veut dire qu'il y a besoin d'un travail avant, justement par rapport au corps. Et le fait de chanter, ou l'hypnose, va permettre de... Moi je vois plein de gens, ils me disent... Ah ouais, je suis complètement détendu. C'est une corde de piano qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc il y a un travail préliminaire, je dirais, avant qu'ils s'en rendent compte. Mais ça fait quoi ? Ça fait partie de la construction du personnage, le fait de ne pas s'en rendre compte. Il y a des raisons, mais surtout il y a des traces. Il y a des traces qui agissent là-dessus. Donc en fait, alors là, notamment par le chant, on va pouvoir changer des choses dans la perception du corps. Vous voyez, là, voilà, on est tous différents, il y a tous des chemins différents. Mais on n'aura pas besoin d'aller dans toutes les histoires, machin, etc. C'est pas la peine. Puis il y a des choses qui sont évidentes. D'abord, tout bête, se mettre debout au milieu des gens pour faire du bruit. Vous vous rendez compte, faire votre intéressante. Mais les gens sont terrifiés. Donc les peurs, elles sont là. Donc on peut y aller, on peut directement demander au corps de commencer à travailler sur les tensions qui sont là. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Il y en a plein tout le temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Pas complètement. On n'a pas, c'est une croyance de notre culture qu'on a besoin de connaître la cause pour mesurer l'effet. C'est faux. Un type est dans un puits. Il est au fond d'un puits à sec, ok ? Il est au fond du puits. Dans notre culture, on nous a appris à réfléchir à pourquoi il s'est retrouvé dans le puits. C'est ça qu'on a appris, ok ? On n'en a rien à faire. Ce qui est important, la première chose qui est importante, et c'est la plus difficile,
c'est qu'il accepte qu'il soit dans le puits. Parce que la plupart des gens vont refuser la réalité dans laquelle ils sont. Elle est partie, ma femme est partie, je passe mon temps à lui en vouloir, je passe mon temps à réfléchir qu'elle n'aurait pas dû partir, je réfléchis sans arrêt à ce que j'aurais dû faire, machin, tatatat. Elle est partie. La réalité, c'est je suis tout seul. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'instant présent, le monde tel qu'il est. Installer d'abord les gens dans ça. Ça, c'est du lâcher dans l'instant présent. Et quand la personne lâche dans l'instant présent, brusquement, elle peut voir le chemin pour sortir du puits. Ce ne sera pas facile, hein. Il va falloir trouver les points d'appui, il va falloir machin, etc. Ça va être de l'escalade. Mais le point de départ, c'est l'acceptation de la réalité présente. Hypnose, pneumaphonie, on est complètement là-dedans, dans l'instant présent. Peut-être ça répond mieux. Oui, bien, merci. Voilà. Et pour finir, l'auto-hypnose, Oui. vous l'apprenez en séance particulière ou alors ou aussi dans votre bouquin? Dans le bouquin, vous avez la méthode de base. Et il y a plein de gens qui ont résolu plein de trucs parce que j'explique non seulement comment se mettre en auto-hypnose, mais quoi y faire. Évidemment, bah ouais, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc voilà, de façon à ce que les gens puissent réellement utiliser cet état-là. Donc ça, c'est une chose. Lors des stages, tous les stages d'hypnophonie, on apprend aux gens à se mettre en auto-hypnose. Ça fait partie des choses qu'on apprend aux gens. Normalement, quand ils sortent du stage, ils savent se mettre en auto-hypnose et ils savent comment trouver sur quoi travailler. Et l'envoi. Et en pratique individuelle aussi. Ouais. Et en pratique individuelle, etc. Et ils ont, ils ont quelque chose qui a bougé sur leur voix. Ensuite, là c'est Benjamin. Autant en hypnose, moi je suis pour que les gens travaillent par eux-mêmes, autant au niveau pneumaphonie, oula. C'est plus compliqué parce qu'on ne s'entend pas chanter. Donc il y a des exercices respiratoires, il peut y avoir des exercices posturaux, mais le corps va faire au fur et à mesure par lui-même. Okay, donc il n'y a pas besoin. Voilà. On a aussi inventé d'autres exercices pour que quand on est en relation avec quelqu'un, ne pas perdre sa voix. Parce qu'il y a des gens qui ont leur voix naturelle, et puis dès qu'ils sont en relation, ils perdent leur voix, parce qu'il y a des tensions qui arrivent. Donc voilà, parce qu'ils ne sont pas centrés. Ils ne sont pas centrés. Donc, des exercices de centrage, etc. Donc, dans le souffle et voix, à l'origine, on est au centre, on a plein d'informations à l'intérieur, puis il y a le cercle autour. Là, de plus en plus, maintenant en stage, je demande à une personne de regarder l'autre dans les yeux. Et déjà de rester centré à l'intérieur en regardant l'autre. Et d'utiliser sa voix. Donc on est aussi en recherche par rapport à ça. Ah bah ouais, le but du jeu, c'est que les gens aient mieux. Hein. C'est, au niveau attendez. de timing, si on veut... Vous voulez parler de notre couple, là? Je vais bien me joindre à vous deux. On pourrait... si on fait une thérapie, finalement c'est quand même une thérapie, puisqu'on a l'énothérapie et la pneumaphonie, ça fait l'énophonie. Ok. Vous parlez de stage, mais ça veut dire combien de temps, combien de fois alors je sais bien que c'est différent suivant les personnes, mais concrètement pour arriver, pour trouver son centre, sa voix et enlever sa carapace, ça prend combien de temps? Alors, dans le domaine du souffle et voix, il faut être clair. On est dans le domaine de l'utopie. C'est-à-dire que vous changez tout le temps, et une voix, ça construit sur sa vie. D'accord. Mais le but, c'est l'aspect thérapeutique. D'accord. Okay, en ce qui concerne l'aspect thérapeutique, Bernard vous dirait que ça dépend des gens, oui. Évidemment. Par contre, ça va bouger dès le premier stage, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est très clair. 6 séances, vous aviez dit. On a une thérapie à mon cabinet. Et avec son expérience à lui. Avec mon expérience à moi. Donc, en individuel. En moyenne. Les gens, ils disent, ah bah non, j'ai eu 2 séances, ça va pas, il m'en faut 6. Non, c'est en moyenne. Voilà. On ne peut pas dire à l'avance que vous aurez besoin de tant de séances. Parce que des fois, alors, vous ouvrez le truc, puis vous découvrez d'autres choses. Donc, alors, un stage, ça dure 3 jours. Ou 2 jours et demi, on va en faire aussi. Mais c'est 3 jours. Pourquoi? Et ça, c'est un truc que j'ai compris en travaillant avec Benjamin. C'est que il va y avoir une période de déconstruction du personnage qui va se faire donc et par l'hypnose et par la voix, mais il ne s'agit pas de laisser repartir les gens déconstruits. Et puis le physique a besoin de temps, tout simplement. Donc, ouais.
Donc c'est pour ça, il faut du temps. La première journée de stage, ce soit en souffle-voix, enfin en souffle-voix en tout cas, les gens sont sur beaucoup de tension. C'est encore le personnage qui chante. Et c'est pour ça qu'en 2 ou 3 jours, ça finit par lâcher. Il y a quelque chose de plus paisible qui s'installe et la personne accède à sa force plus naturellement. Mais au départ, elle guide sa force comme elle peut et de manière malhabile en fait. Donc il y a une structuration du stage de façon à arriver à ce que quelque chose lâche, comme l'histoire du tir à l'arc, hein. C'est quelque chose qui tire, et ne pas laisser les gens repartir dans un état où il va leur falloir 3 mois pour pouvoir remettre les pieds sur terre. Parce qu'encore une fois, on est sur des choses fondamentales. Tous les 3 jours, ou 2,5 avec toute une soirée, etc., qui est je ne sais plus combien d'heures, enfin, etc. Voilà. Et alors, au niveau du travail individuel, comment ça se passe par rapport à ce que tu veux nous dire? En ainothérapie, c'est des entretiens d'hypnose à Lyon, c'est avec Mylène ou avec Benjamin, surtout avec Mylène. En ainophonie, c'est avec Benjamin et souvent assisté de Mylène. Oui, on travaille ensemble toute l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est que donc maintenant je fais ainophonie, donc je vois des gens en individuel, ce qu'on faisait pas tellement en souffle-voix. Nous on prenait les gens en stage, on donnait la dose, puis ça bougeait dans tous les sens après, voilà. Là, comme ça devient plus thérapeutique, maintenant j'ai un regard, et c'est clair que les gens qui font quelques séances individuelles, qui font de l'auto-hypnose chez eux et qui font un stage, ça progresse, mais comme ça. Ah ouais. Tandis que sinon, ça va plus progresser par... voilà, si la personne n'investit pas de la même manière, elle ne fait pas d'auto-hypnose chez elle, par exemple, ça va être plus en spirale, quoi. Vous faites des stages souvent? Alors, ça se met en place, nous on en fait... des hénophonies, on en fait 5 par an. 5 par an. Voilà, ça se développe. Il y en a un demain qu'on commence. Ça se Pour ça que je suis développe. là. Et son Et tarif, toi, t'en fais pas mal, les souffle-voix. J'en fais une petite dizaine. Ouais. C'est à Lyon? C'est un peu partout. Non, c'est un peu partout. Ouais. Ça va de la Bretagne à Montpellier et Londres qui est bientôt prévu. Donc vous, Benjamin, vous faites aussi donc, de l'hypnose maintenant, enfin, Oui. Donc de Oui. l'hypnothérapie. La spécialiste d'hypnothérapie à Lyon, c'est Mylène. Mais je fais aussi hypnothérapie et hypnophonie, c'est-à-dire que je fais la combinaison des deux. En fait, l'hypnothérapie, c'est quelque chose d'éprouvé depuis longtemps par Bernard. La pneumaphonie, c'est éprouvé depuis longtemps. Et la hypnophonie est nouvelle. Voilà. Vous êtes les deux. Ben, on est les pionniers, oui. Ouais. Voilà, ouais. Oui. J'ai évoqué votre travail, enfin, du moins la conférence à quelqu'un, et il m'a répondu c'est de la rebirth. Non, ça n'a rien à voir. Alors d'abord, la rebirth, on respire ici. Rebirth, on respire en haut. Respiration connectée, etc. Une expérience de rebirth, une expérience de respiration connectée, etc., conduit à une forme d'hypnose, comme plein d'autres pratiques. Ceci étant dit, le cadrage n'est pas du tout le même. Et comment dire? Le souffle-voix est très structurant. Ouais. C'est vraiment construit à la cathédrale. C'est très spécifique à cette méthode. Hein. Donc après, on peut donner de la voix dans tous les sens. Mais voilà, là, il y a un côté, on construit la verticalité. Hein, avec des règles précises. Donc voilà, un rebirth, ça peut aller dans tous les sens. Alors potentiellement, la personne, ça peut arriver que sur le tapis, ça aille dans tous les sens. C'est un passage. Le but, c'est qu'elle arrive à canaliser son énergie. Le souffle-voix, c'est très yogique. Hein. C'est très yogique, c'est un système très structuré. Voilà. D'autres questions? Oui. Vous avez dit quelque chose au début, dans ma tête j'ai réagi mais j'ai pas dit à haute voix. Vous avez dit que quand on fait des choses c'est pour montrer son amour. Par exemple l'enfant qui montre son dessin c'est pour montrer qu'il aime. Quand on va aider un copain c'est parce qu'on l'aime. Oui. Vous êtes absolument certain? Il n'y a pas des gens qui font les choses parce qu'ils veulent être aimés? Alors. Qui sont gentils parce qu'ils veulent être aimés, enfin qui rendent service parce qu'ils veulent être aimés et c'est ça qui les...
Là, c'est une grosse question. Mylène serait là, elle dirait « Ouais, tu vois !» Et ça fait partie des choses intéressantes de travailler à trois, justement. Bien. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Au début de mon bouquin, j'ai mis un avertissement comme quoi personne n'a la vérité et que c'est une paire de lunettes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une formation de psy classique. J'étais même lacanien. Donc, voilà. J'étais publié en tant que lacanien, enfin machin, conférencier lacanien. J'ai fait du... Voilà. J'ai un petit peu fait bouger les choses. Partout. C'est ce qu'on lit. C'est-à-dire, on est confronté au le gamin, il est pas sage, c'est pour qu'on s'occupe de lui. J'irai encore plus loin, et ça a un sens. Ok ? Bien. Partout. Bien. Et puis, mon expérience de thérapeute, mon expérience personnelle, je me suis dit, mais il y a trop de trucs. Et puis, il y avait un truc qui ne collait pas. C'est tout bête. C'était qu'à chaque fois que quelqu'un me faisait un cadeau, sans aucune raison, si ce n'est qu'il m'aimait bien, j'étais gêné. Qu'est-ce que je fais de ça Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait une gêne, il y avait un... Or, si on faisait les choses pour qu'on nous aime, bah on n'est pas gêné. C'est un, bah ouais, on m'aime, ouais, ça marche, normal, c'est tout. Alors que là, non. La personne qui vous offre le cadeau. Là, Je parle pas de vous, je parle de la personne qui vous offre le cadeau. elle fait ça parce qu'elle aime, elle donne. C'est pas pour que je l'aime en retour. Il y a des gens qui sont manipulateurs. Il y a les manipulateurs. Attention, dans ce cas-là, on est dans de la pathologie, on est dans du grabouillis. Mais il y a des gens qui, quand les gens manipulent, c'est parce qu'ils vont pas bien. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Quand les gens manipulent, Voilà. c'est parce qu'ils ont peur. Alors, je vais encore plus loin. Il y a des personnes, alors là, on y est pour jusqu'à demain, mais il y a des personnes qui manipulent leur entourage. Et derrière ça, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train de protéger les autres du monstre qu'ils croient être. Et ils peuvent faire des dégâts extrêmement graves dans leur entourage. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je vais reprendre l'exemple du gamin qui va pas bien, qui pose problème à l'école. Ok, on prend un truc tout bête, quoi. Bien. Ce dont je me suis aperçu, c'est que le gamin qui pose problème à l'école, bien souvent, c'est parce que, par exemple, il y a un de ses parents qui va pas bien à la maison. Et en fait, bah lui, tout ce qu'il aimerait, c'est pouvoir protéger son parent. Et il se sent coupable de ne pas être capable d'aider son parent. Et donc, il va pas bien. Et comme il va pas bien et qu'il culpabilise de ne pas arriver à aider son parent, il est bourré de tension. Et il a plein de grabouillis qui se déclenchent automatiquement. Vous voyez là ? Voilà. Mais à la base, c'est parce qu'il veut donner. À la base. Et ça, c'est un truc... Ensuite, il y a la base, et puis il y a ce qui... Ah ouais, ça change tout. Dans une salle de classe, les enseignants sont beaucoup victimes des grabouillis des élèves. Oui. Moi, je pense à des adultes. Mais plein d'adultes, pareil. Le mouvement de base, c'est ça. Moi, quand les gens sont dans un truc de vouloir être reconnus, bah, c'est qu'ils ont peur. C'est tout. C'est qu'ils ont peur. Alors attention, c'est qu'ils ont peur des autres. Et c'est qu'ils ont peur de ce qu'ils croient qu'ils feraient s'ils se laissaient aller à être eux-mêmes en présence des autres. Vous voyez là. Voilà. Et donc, je vais les faire travailler sur la peur. Ce que décrit Bernard, c'est un mouvement qui est perturbé. Ouais, Il exactement. y a bien ce mouvement qui est origine, mais après, voilà, c'est après que ça dévie. Donc après, on prend le comportement qui est d'offrir un cadeau, mais il y a déjà plein de mouvements avant, de perturbation. Il y a quelque chose de très très important quand les gens passent, je reviens sur le sujet hénophonie, hein, parce que alors là, si on part sur mes trucs, parce que là, on n'a pas abordé les neurones miroirs, les machins, vous verrez, c'est encore plus compliqué que ça. Ça va encore plus loin, c'est encore plus déstabilisant. Voilà. Parce que vous verrez que c'est pas ce que fait l'autre qui nous embête, c'est le fait que nous, on le reproduit dans notre cerveau et que ça déclenche nos interdits. Donc, voilà, ça va très très loin. Et donc, la personne qui est en train de chanter, qui est en train de passer, elle est confrontée au fait d'envoyer, elle est confrontée au fait de donner. Elle est dans ce mouvement. Bien sûr, elle est là pour elle, à la base. Mais elle est en train de donner. Mais elle a peur de lâcher. Elle a peur de lâcher parce qu'elle est convaincue que si elle lâche, il y a ce truc-là qui va sortir et que ce truc-là va être atroce et il va faire du mal aux autres. C'est-à-dire que d'un côté, elle donne, mais en même temps, elle a peur de donner. Et ça fait un sacré conflit à l'intérieur. Or, ce conflit à l'intérieur, elle ne peut en sortir qu'en lâchant, en se laissant faire, en laissant le corps faire par lui-même. Et à un moment, et ça c'est à tous les stages, à un moment, on entend quelqu'un qui dit « Mais
Mais c'est moi qui ai vu cette voix-là. C'est pas possible. C'est-à-dire que les gens, brusquement, alors là, pour ce qui est du changement, ne reconnaissent pas la voix qui vient de sortir. Et leur première réaction, c'est de la peur. De la peur de faire du mal aux autres. C'est vraiment... Là, j'ai participé en tant que stagiaire, mais bon, il m'a fait un peu intervenir, à un stage de souffle-voix, parce que moi, c'est le pied que j'ai fait en tant que stagiaire. Mais, et on l'a eu là, on l'a eu 3 ou 4 fois, ça. C'est venu, on a eu une personne, ça sortait après, c'était pas la peur des autres qui venait, c'était vraiment la peur de faire du mal aux autres. Encore une fois. Donc, à la base, le mouvement vers l'autre, le mouvement vers le monde, il est là. Ensuite, il est bloqué. Vous voyez, voilà. Mais je sais ce que j'explique, et c'est un des points que j'explique qui est complètement différent de ce que mes collègues, si c'est pour dire la même chose que les collègues, c'est pas la peine. Hein. Vous allez perdre votre soirée. Je veux dire, ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est un des points qui est fondamental. Et quand on l'a, que ce soit vis-à-vis des adultes ou vis-à-vis des enfants, ça change la lecture de tout ce qui se passe. Ça change la lecture de tous les comportements. Quand tu es un manipulateur qui vont très mal, ils viennent rarement à une séance. Oui. C'est trop dangereux. Ah oui. Et ils le sentent, ça remettrait tout le système en cause.